Dans cette vidéo, je vais dévoiler la vérité sur les magiciens célèbres et démentir les fausses informations sur les prétendus magiciens démoniaques sur YouTube. Ensemble, nous allons découvrir la science et la méthodologie derrière les tours de magie qui ressemblent à de la pure sorcellerie. Sans plus attendre, commençons. La lévitation impossible à la corde à sauter de Xavier. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. La performance débute avec Xavier entrant calmement dans un parking avec une corde à sauter. Et après avoir échoué lors de la première tentative, il a réussi à léviter dans les airs tout en faisant tourner la corde à sauter autour de son corps pour prouver qu'il n'y avait ni corde ni fil attaché à son corps pour faciliter sa lévitation. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Découvrons-le ensemble. Ce qui s'est passé peut sembler déroutant. Revenons donc en arrière. Comme vous pouvez le voir, nous avons 2 morceaux de bois juste ici, c'est avant la coupe. La coupure de la caméra se produit à peu près à ce moment-là. À la fin, on voit 3 personnes ici, mais avant la coupure de la caméra, il n'y avait que cette fille là-bas, personne d'autre. Vous pouvez voir qu'il y a maintenant 3 personnes là-bas. Si vous observez attentivement ici, lorsqu'ils effectuent la lévitation, la caméra avance puis revient en arrière. Cela permet de mieux voir le fil qu'ils utilisent pour la lévitation. Si vous vous approchez un peu, on peut voir la corde à 3 endroits, à l'arrière-plan, sur sa main et sur sa chemise. La corde est visible quelques secondes. Pour cacher le reste du fil, ils l'ont masqué avec la couleur bleue du ciel. En outre, la faible qualité vidéo facilite la dissimulation des imperfections. Un autre élément astucieux renforce l'illusion, si vous observez lors de la coupe ici. Qu'en penses-tu ? Essaye encore, fais un peu mieux que ça, allez. Couper ou modifier, cela reste continu grâce à la superposition de l'audio de la première séquence sur la seconde. Le magicien utilise une ruse ingénieuse, s'appuyant principalement sur des fils reliés au côté gauche et droit de la zone de performance, qui sont très probablement attachés à des grues situées hors caméra. Cependant, il y a un aspect crucial qui nécessite une explication, même si nous savons parfaitement que Xavier est maintenu par un fil. Mais comment le magicien parvient-il à faire passer la corde à sauter autour de son corps sans accroc, sans aucune astuce de caméra visible ni interruption du mouvement de la corde à sauter ? Pour réaliser ce tour, nous devons bien examiner le schéma. On voit clairement que le magicien tient en même temps le fil et la corde. Une vue plus détaillée du point de vue du magicien, en particulier de la main droite du magicien, révèle une prise ferme sur le fil, la corde et la poignée de la corde à sauter. Avec une grande précision, la poignée de la corde à sauter est manœuvrée autour du fil, en veillant à ce que la corde reliée à la poignée n'entre jamais en contact direct avec le fil qui soutient le corps du magicien. Cette manipulation méticuleuse trompe avec succès nos yeux, donnant l'impression qu'il n'y a ni ficelle ni fils visibles retenant le magicien. En réalité, c'est ce mécanisme qui est utilisé pour faire tourner la corde à sauter autour du corps du magicien. Maintenant, vous pourriez vous demander comment un fil peut être aussi fin, tout en étant suffisamment solide pour supporter le poids du magicien. Les magiciens utilisent des câbles industriels spéciaux qui ressemblent à ceux-ci, mais ils sont relativement plus épais pour supporter des charges plus lourdes. Un tel fil supporte généralement environ 60 livres. Si le fil était encore plus épais, il serait plus que capable de supporter le poids d'une personne entière en lévitation. Il faut noter que le poids est réparti entre les 2 cordes dans ce tour. Ainsi, aucun des fils ne supporte la masse totale du magicien. Au lieu de cela, les 2 fils partagent la charge de manière égale, ce qui permet à l'illusion d'être réalisée sans accroc. Shin Lim trompe Penn et Teller pour la 3e fois consécutive. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Shin Lim tient une carte vierge et demande à Penn de choisir une couleur de l'arc-en-ciel. Penn pense à la couleur rouge et, en agitant la carte vierge, le mot rouge apparaît soudainement. Shin demande à Teller de penser à un nombre. Il choisit 47. Shin Lim répète le mouvement et cette fois, rouge devient 47. Il avait même écrit le nombre en toutes lettres pour montrer sa confiance dans sa prédiction. Enfin, il a défié Penn de penser à tout ce qu'il voulait, et Penn a pensé au mot « Sunro ». À notre grande surprise, Shin Lim a même réussi à prédire cela de façon magique sur sa carte à jouer vierge. Penn et Teller étaient stupéfaits car ils n'ont pas compris son tour. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Découvrons-le ensemble. Après avoir regardé la performance de Shin Lim, vous pourriez penser qu'il s'agit de pure sorcellerie. Il existe une explication logique à chaque tour de magie. Je vais vous donner quelques indices.
Voyez si vous pouvez deviner comment le tour est réalisé avant que je ne l'explique en détail. La chose très évidente que vous avez peut-être remarqué vous-même, c'est que les 3 prédictions n'étaient pas imprimées sur la carte, mais écrites à la main. Si les prédictions avaient été imprimées, le tour aurait été plus intéressant, prouvant qu'il avait vraiment prédit le mot à l'avance. Nous remarquons ensuite qu'il y a une petite erreur juste ici, ce qui confirme encore plus notre première observation selon laquelle c'est écrit à la main. Cela montre que l'auteur des prédictions était pressé, car il a fait, puis corrigé une erreur. Cette zone juste entre son manteau est extrêmement sombre, cela semble être une observation assez innocente, mais vous allez vite réaliser que le diable se cache dans les détails. Nous avons remarqué seulement, après les remarques de Penn ou Taylor, que son majeur, son index et son auriculaire bougeaient légèrement, comme s'il essayait d'attraper quelque chose. J'ai une offre spéciale pour mes spectateurs réguliers qui se sont abonnés à ma chaîne et qui ne voudront pas manquer cette opportunité unique. Les abonnements YouTube sont maintenant ouverts. Pour 14,99 $, accédez chaque mois à 3 vidéos exclusives de révélations de tours de magie de Penn et Teller, full US en devenant membre de cette chaîne. Ces vidéos réservées aux membres ne seront jamais publiées sur cette chaîne. En plus, discutez en direct avec moi et accédez en avant-première aux prochaines vidéos publiques. La première vidéo exclusive réservée aux membres est déjà en ligne et n'attend plus que vous pour être découverte. Rejoignez-nous et profitez de cette offre unique. Eh bien, si vous ne l'avez pas compris, le tour est facile à faire mais nécessite un assistant, il ne peut pas se faire seul. L'assistante serait très probablement l'épouse de Shin Lim, Casey Thomas. Pour réaliser ce tour, Casey portait des gants noirs et avait devant elle des cartes vierges, qui étaient dit blanches d'un côté et complètement noires de l'autre. Quand Penn a dû annoncer la couleur à laquelle il pensait. Casey a écrit rouge sur la carte aussi vite que possible. Lorsque le moment est venu de passer la carte à Shin, Shin Lim a incliné sa main vers lui-même. Casey a ensuite placé la carte vierge sur celle que Shin tenait. Après avoir aligné les 2 cartes, il a fait apparaître le mot « rouge » comme par magie. Vous l'avez sans doute compris, les gants et la face noire de la carte servaient à dissimuler le transfert avec la chemise noire de Shin. Pour appuyer davantage notre explication logique, nous avons constaté qu'il n'y avait aucun pli sur la carte qu'il a montrée. Une carte à rabat n'a donc pas été utilisée. En ce qui concerne les changements de cartes à jouer, cela s'exécute soit en retirant, soit en plaçant une carte sur une autre carte. Ici, une carte était placée. Pour la 2e et 3e prédiction, même principe, Casey écrivait le mot annoncé et le donnait à Shin avec un gant noir. Donc, après la toute dernière prédiction, Shin tenait 4 cartes ensemble. Maintenant, vous vous demandez peut-être, s'ils tenaient 4 cartes ensemble, pourquoi ne se sont-elles pas séparées immédiatement alors qu'ils les tenaient seulement avec 2 doigts ? Eh bien, l'explication à cela est assez simple et nécessite également que les cartes blanches soient truquées. Les cartes blanches étaient Bretty truquées, 2 sur 4 avec de fins aimants. Les aimants fins sont des aimants extrêmement minces, vendus par Shin lui-même. Les 2 autres cartes blanches renfermaient une fine plaque métallique. Ainsi, les 4 cartes ont été empilées ainsi. L'illusion de séparation du corps la plus virale de Criss Angel. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce tour, Criss Angel fait s'allonger un homme et une femme sur 2 bancs parallèles séparés. Il invite ensuite 4 volontaires à tirer sur les jambes et bras des personnes sur les bancs. Puis le magicien sépare la femme en 2 en posant ses mains sur son ventre. Il tourne aussi vers l'homme et le sépare en 2, comme pour la femme. Avec leur corps détaché, il porte le haut du corps de la femme et la pose au sol. Alors qu'il porte le haut du corps de l'homme pour le placer sur le banc d'où il a soulevé le haut du corps de la femme, celle-ci s'éloigne en rampant, sous le choc. Étonnamment, ni la femme ni l'homme ne saignent et leurs membres restent actifs. Les jambes de l'homme bougent sur le banc et il a déplacé ses mains lorsque Criss l'a installé près de la femme. Avant que la femme ne rampe trop loin, le magicien la ramasse, la calme et la place sur le banc d'où il a soulevé le haut du corps de l'homme. Par la suite, le magicien réalise l'une des illusions magiques les plus incroyables jamais filmées. Il fusionne le haut du corps de l'homme avec le bas du corps de la femme et fusionne le haut du corps de la femme avec le bas du corps de l'homme. Après les avoir fusionnés, ils se sont tous les 2 levés et ont marché normalement, sans aucune aide ni difficulté.
Comment le magicien a-t-il fait ses tours? Voici comment il les a réalisés. Chris a utilisé 2 hommes et 2 femmes qui se ressemblèrent dans ce tour pour donner l'impression d'une véritable illusion magique, et la foule autour de la scène était composée de complices. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, votre soutien me ferait très plaisir. Cela aide beaucoup la chaîne. Merci, revenons à la vidéo. La femme vers laquelle il se dirige au banc au début de son spectacle de magie est la première réplique féminine, et elle est visiblement jeune. De même, l'homme à qui il a d'abord demandé de s'allonger sur l'autre banc est la première réplique masculine. Nous remarquons plusieurs changements d'angle de caméra dans le clip, ce qui permet aux magiciens et à ses assistants de faire des préparatifs quand cela est tant nécessaire sans être détecté par les spectateurs. La caméra s'est coupée après que Chris a demandé à des personnes de tirer les bras et jambes des 2 personnes sur les bancs. Le but de cette coupure était de réaliser la première préparation, qui consistait à remplacer la femme allongée sur le banc par une autre femme. Après la coupure de caméra, on remarque que la seconde réplique féminine semble plus âgée que la première et que ses jambes sont fausses. Pour tromper le public et lui faire croire qu'il s'agit de la même femme, les 2 dames portent des chemisiers similaires et ont la même coiffure. Les fausses jambes de la femme arborent aussi une copie exacte de la jupe de la première réplique féminine. De plus, le haut du corps de la deuxième réplique féminine est réel car elle n'a qu'une moitié de corps. Les humains à moitié de corps sont des amputés ou des personnes atteintes d'amélie, une anomalie physique congénitale ou une absence partielle de membres inférieurs à la naissance. Une demi-réplique a aussi remplacé l'homme allongé sur l'autre banc lors de la coupure de caméra citée plus tôt. Les 2 hommes ont la même coiffure et portent des lunettes de soleil. Les lunettes de torche mais de soleil servent à cacher leur visage pour que les spectateurs ne voient pas leur différence. De plus, contrairement à la femme à demi-corps, l'homme à demi-corps a de courtes jambes. Pour cacher ses jambes courtes, il porte une coque en plastique pour les dissimuler. Cela explique pourquoi son corps semble plus long que celui de la femme, et qu'on peut voir une matière noire recouvrir la partie inférieure de son corps. On voit une autre mise en scène quand la caméra coupe et que les fausses jambes de l'homme bougent. Pendant la mise en place, 2 fils fins indétectables étaient reliés aux fausses jambes. Les assistants du magicien ont tiré ça sur les jambes pour tromper le public dès que la caméra a filmé. Lorsque Chris semble allonger l'homme à moitié sur le banc pour l'attacher aux fausses jambes de la femme, un échange a eu lieu. L'homme sur le banc n'était pas l'homme à moitié, mais la première réplique masculine. En plissant les yeux, on voit qu'il maintient sa chemise sur le banc avec ses mains avant que Chris ne l'allonge. En plus, la chemise est fendue dans le dos et il la porte mal, glissant ses mains et son cou par derrière. Aussi, il est assis dans une position tordue, avec le bas de son corps prenant la place des fausses jambes de la femme. En restant assis, jambes dans la jupe, la partie haute est maintenue pour simuler le bas du corps féminin. La caméra est ensuite positionnée pour faire paraître le haut du corps de l'homme toujours distinct du bas du corps de la femme. De plus, l'homme porte un modèle des sandales précédemment portées par la première réplique féminine. Pour que le tour fonctionne parfaitement, ses ongles de pied sont peints en rose comme ceux de la femme. Lorsque Chris attache soi-disant l'homme détaché au bas du corps de la femme, nous confirmons notre affirmation précédente selon laquelle sa chemise n'est pas portée correctement. Allongé sur le dos, son corps n'est pas dans la chemise, dont le devant et le dos semblent simplement posés sur lui. Pour éviter que les spectateurs voient la chemise, la caméra n'a filmé l'homme que quelques secondes quand le magicien l'a relevé. De plus, la caméra n'a pas montré le dos de l'homme au moment où il s'est levé, ce qui aurait révélé tout le truc. Cependant, en un instant, il enlève la chemise et la remet correctement lorsque la caméra se détourne de lui pour se concentrer sur la femme. De plus, la femme portait déjà sous sa jupe le même short que le double masculin avant le spectacle. Elle retire sa jupe, montre son short, met des chaussettes et chaussures noires, tandis que la caméra reste centrée sur l'homme. Ensuite, elle substitue la femme à demi-corps par de fausses jambes sur le banc. En se levant, leurs bustes n'ont pas été échangés. Dynamo, le magicien démoniaque, fait passer une corde à travers son corps. Récapitulons brièvement la performance. Dans ce tour, Dynamo rejoint des spectateurs jouant à la corde à sauter. Il invite 2 spectateurs à tenir chacun une extrémité de la corde pendant qu'ils se placent devant eux. Quand il leur demande de tirer sur la corde à 3, elle traverse son corps comme si elle fondait. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour? Essayons de comprendre cela ensemble.
Dans le célèbre tour de la corde à travers le corps de Dynamo, il a revisité une illusion classique de la magie. Pour comprendre ce tour, il faut maîtriser la technique traditionnelle de la corde à travers le corps. Ce tour utilise 2 cordes, dont une cachée autour de la taille du magicien. Les bouts de cette corde cachée dépassent derrière le jean du magicien. La deuxième corde, celle qui semble traverser le corps, est montrée au public. Au début, elle est pliée et placée derrière la taille. Cependant, voici le moment crucial. Un échange est effectué. La corde initiale est discrètement cachée à l'intérieur du jean ou dans la poche arrière de l'artiste, tandis qu'une deuxième corde préparée est soigneusement sortie. Cet échange fait croire que la corde traverse magiquement le corps de l'artiste. En analysant la performance de Dynamo pour ce tour, une différence notable apparaît. Dans sa performance, Dynamo semble s'approcher de spectateurs qui tiennent déjà une corde à sauter. Il se tient au centre de la corde, la tient derrière sa taille et semble la faire passer à travers son corps sans le pliage et l'enfilage traditionnel derrière le dos, comme on le voit dans la méthode classique. Cependant, il faut préciser que Dynamo réalise ce tour non devant un public, mais pour son émission télévisée Dynamo, Magicien impossible. L'altération apparente est obtenue grâce à l'utilisation de coupures de caméra. Lors d'une coupure de caméra, la préparation est effectuée pendant que la caméra ne filme pas l'action. Dynamo prend discrètement la corde à sauter du spectateur, la plie et la glisse dans sa poche arrière. Il récupère ensuite la corde à sauter cachée dans sa ceinture et la rend au spectateur. Quand il tire dans la corde, elle paraît sortir de sa ceinture. On voit en gros plan que la corde semble sortir de sous son sweat à capuche zippée, apportant une preuve supplémentaire. En essence, Paul Luni, la méthode derrière le tour de Dynamo reste identique à l'illusion classique de la corde à travers le corps. La seule raison pour laquelle cela paraît différent et semble utiliser plusieurs méthodes, c'est à cause de l'utilisation astucieuse des coupes de caméra qui dissimulent les véritables mécanismes du tour et créent l'illusion qu'une méthode différente a été employée. Ami démon. Imaginaire prend le contrôle du magicien. Résumons rapidement la performance. Dans ce tour, un démon Mike Super, un magicien de l'émission America's Got Talent, a apporté un pichet en verre qu'il a remis au juge pour qu'il l'examine, et pour prouver qu'il s'agissait vraiment d'un pichet en verre solide, il l'a même frappé contre le sol pour montrer qu'il n'était pas fragile. Il a demandé au juge de tenir le pichet, tandis que le public devait percevoir un changement de température en concentrant son énergie, pendant qu'il invoquait son ami démon imaginaire. Alors que tous regardaient un peu le pichet en verre, le démon a signalé sa présence en le faisant exploser soudainement, sans que le magicien ne s'en approche. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Essayons de comprendre cela ensemble. Durant la première moitié du spectacle, nous avons assisté à un tour intrigant du magicien. La carafe en verre est restée seule, totalement intacte, sans contact direct du magicien. Cependant, un détail remarquable est apparu pendant cette phase du numéro. Il était évident que la main gauche du magicien planait directement au-dessus de la carafe au moment précis où elle a mystérieusement explosé en éclats. Simultanément, son pouce droit s'est tendu vers l'extérieur et, en un instant, la carafe en verre s'est brisée en morceaux. Il est important de préciser que la carafe utilisée ici était un accessoire spécialisé nommé carafe Bologna. Ces accessoires existent sous différentes formes, comme des bouteilles Bologna et des verres Bologna. Pour comprendre la science derrière cette illusion, il faut savoir comment ces carafes pelées sont préparées. Elles subissent un procédé unique où elles sont chauffées jusqu'à atteindre un état presque fondu. Puis elles sont rapidement refroidies de l'extérieur, tandis que l'intérieur refroidit beaucoup plus lentement. Ce procédé engendre une quantité extraordinaire de tension à l'intérieur de la structure du verre. L'extérieur de la carafe devient exceptionnellement solide, comme cela a été démontré lorsque le magicien l'a frappé avec assurance sur le sol de la scène pour prouver son authenticité. Cependant, il est surtout important de noter que l'intérieur de la carafe reste fragile. Notre but est d'analyser comment le magicien a exercé une faible force dans la structure en verre, provoquant l'explosion de la carafe. Le verre était déjà sur le point de se briser en raison de l'immense contrainte causée par sa préparation unique. Pour accomplir cela, la main gauche du magicien a joué un rôle crucial. Il tenait une petite pierre entre le pouce et l'index, comme on le voit dans cette partie de la performance. D'un geste précis, il a ouvert la main, laissant tomber la pierre sur la base du pichet.
Cette action apparemment insignifiante a agi comme un catalyseur, provoquant l'explosion immédiate du pichet. Cette illusion a été brillamment réalisée pour faire croire que le magicien n'avait pas touché le pichet, alors qu'elle reposait sur un principe scientifique essentiel. Cette explication apporte un aperçu précieux à ceux voulant comprendre la mécanique de cette performance. David Blaine Prize, impossible de carte à l'aveugle, récapitulons brièvement la performance. Dans ce tour, David Blaine demande au spectateur de choisir une carte. Il demande ensuite à la célèbre actrice Margaret Robbie de lui lancer les cartes alors que ses yeux sont complètement fermés. Après avoir attrapé une seule carte parmi celles qui lui étaient lancées, il a demandé au spectateur d'annoncer la carte à laquelle il pensait. Le spectateur a dit que c'était le 2 de carreau. David Blaine a retourné la carte qu'il avait attrapée pour révéler que c'était bien la carte à laquelle le spectateur pensait. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Essayons de comprendre cela ensemble. Au début de la vidéo, il est essentiel de noter que David Blaine a posé une question précise au spectateur, lui demandant de penser à une carte dans le jeu. Pense à une carte du jeu, le numéro et la couleur. Oui. C'est ça, bon ? Oui. Mais en réalité, cette carte n'a pas été librement choisie par le spectateur, elle lui a été imposée. Cela signifie que le spectateur a été guidé à penser à la carte à jouer, qui serait ensuite révélée comme étant le 2 de carreau. Vous vous demandez peut-être comment David Blaine a réussi à imposer cette carte au spectateur avec une question apparemment innocente. Dans la magie télévisée, comme la série YouTube de David Blaine, beaucoup de préparation est nécessaire en amont. La préparation en amont, comme son nom l'indique, est une mise en place orchestrée par le magicien et le spectateur avant que la véritable performance ne commence devant la caméra. Il est essentiel de comprendre que cette préparation n'implique pas de transformer le spectateur en complice. Au contraire, cela fait croire au spectateur qu'il a choisi librement une carte, alors qu'elle était en réalité prédéterminée. Pour nous qui regardons chez nous, cette sélection forcée est difficile à voir car les images sont soigneusement montées. La partie où la carte est imposée aux spectateurs est sans couper, ce qui donne l'impression que tout est fluide. Cependant, les spectateurs réguliers de ma chaîne connaissent sûrement les mécanismes de ces tours, celui-ci compris. Comment un magicien force-t-il une carte ? Pour illustrer cela, citons une vidéo montrant un magicien qui fait choisir une carte précise au spectateur en la contrôlant. Dans l'exemple de la séquence, le magicien voulait forcer le 5 de cœur. La méthode est un forçage classique. Le magicien garde la carte à forcer, ici le 5 de cœur, au-dessus du paquet, puis coupe et crée discrètement une brisure avec l'auriculaire, comme montré ici. Les cartes sont ensuite étalées, et le spectateur est invité à choisir n'importe quelle carte. Le magicien fait croire au spectateur qu'il choisit librement sa carte, mais il le guide discrètement vers la carte à forcer en la plaçant subtilement au centre de l'étalement. Cela crée une illusion de choix, alors que la carte était prévue pour être choisie. Revenons au moment où David Blaine a attrapé une carte alors que plusieurs lui étaient proclancés. Il faut ralentir la séquence pour comprendre ce qui s'est passé. Dès qu'il a attrapé la carte à jouer, il a semblé exercer une pression, ce qui a fait que la carte s'est séparée, laissant une carte dans sa main tandis que l'autre tombait. Ce moment révèle précisément comment il a réussi à attraper le 2 de carreau. Le paquet était conçu pour que chaque carte du dessus soit un 2 de carreau, collé à une autre avec de l'adhésif. La face de ces cartes à jouer jumelées était toujours différente, mais une fois séparées, il devient évident qu'il s'agissait de deux cartes distinctes. Ici, David Blaine a gardé la carte du dessus et lâché celle du dessous, donnant l'illusion d'avoir saisi le seul 2 de carreau du paquet. En fait, il lui suffisait de saisir une carte parmi celles lancées, chacune ayant un 2 de carreau derrière. En les séparant, la carte choisie apparaissait. Le rituel d'invocation de démons de Rihanna. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce tour, la sacrée Rihanna s'approche des juges et demande à la juge de tendre les mains. Elle prend ensuite un morceau de papier sur lequel un pentagramme a été dessiné, qu'elle brûle avec la bougie et place à l'intérieur d'un petit pot. Pendant que le symbole brûle, elle frotte les cendres sur la main de la juge, et le symbole apparaît sur la main de la juge. Ensuite, elle monte sur scène vers la mystérieuse boîte dorée, ouvre les côtés pendant que la caméra tourne autour pour montrer à 360 degrés que la boîte est vide et qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Soudain, les côtés de la porte s'ouvrent, laissant déferler des démons sur scène.
Ensuite, Sacré Rihanna s'est précipité dans la boîte, refermé les portes, suivi des démons. Les démons ont alors essayé d'ouvrir la boîte, et, après avoir réussi à l'ouvrir, Sacré Rihanna avait disparu de l'intérieur de la boîte. Elle est soudain apparue derrière les juges et a ordonné aux démons de partir. Eh bien, comment a-t-elle réalisé ce tour ? Essayons de comprendre cela ensemble. Dans le premier tour, où la magicienne s'approche de la juge et brûle un symbole de pentagramme sur la main de la juge, la méthode devient évidente lorsque vous observez attentivement le moment où elle demande à la juge de tendre ses mains. Sa main gauche se pose sur le dessus de la main droite de la juge, exerçant une pression subtile. Puis elle brûle un papier avec le pentagramme et frotte sa main avec les cendres pour faire apparaître l'étoile. Fait intéressant, ce qu'elle a dans sa main gauche n'est pas spécial. À cet instant, elle ne tient rien. Cependant, elle a astucieusement dessiné un pentagramme à l'aide d'un bâton de colle à l'intérieur de sa paume. Lorsqu'elle touche la main du juge, la colle du bâton de colle se transfère sur la main du juge et les cendres adhèrent à l'adhésif, laissant l'empreinte du pentagramme. Quand elle revient sur scène et ouvre les côtés gauche et droit de la boîte mystérieuse, elle n'ouvre pas l'arrière. Cependant, à l'arrière, un mécanisme suggère que la boîte peut s'ouvrir, ce qui soulève des doutes sur sa conception. Derrière la boîte, une grande tige métallique deviendra importante plus tard dans l'explication. Lorsque les démons commencent à apparaître de l'intérieur de la boîte, l'angle de la caméra reste inchangé, positionné légèrement plus bas que d'habitude. Ce choix de perspective devient crucial. La boîte est conçue d'une manière spéciale, comme mentionné précédemment, avec la capacité de s'ouvrir à l'arrière. Le mur derrière la boîte a un panneau caché qui sert de passage. Tandis que le magicien reste face à la caméra, les panneaux s'ouvrent, laissant les démons cachés ramper dans la boîte. L'angle de la caméra dissimule stratégiquement cette manœuvre, et les producteurs sont complices dans la dissimulation de la méthode. Quand tous les démons sortent de la boîte, Sacré Rihanna y entre et la referme. Après avoir éloigné la boîte du mur lorsqu'on l'ouvre, elle n'est nulle part. Le passage utilisé par les démons lui sert d'échappatoire et elle se cache derrière le mur. Les démons éloignent la boîte du mur pour montrer qu'elle n'a pas pu s'échapper par là. Lorsque la boîte est ouverte par l'avant, on prend soin de ne pas révéler que l'arrière peut également être ouvert, afin de préserver le secret de la méthode du tour. Le tour d'avalement de pièces de Criss Angel, récapitulons rapidement la performance. Dans ce tour, le magicien demande à la spectatrice de signer la pièce recto verso avant de la reprendre. Ensuite, il avale la pièce, ouvre grand la bouche et soulève sa langue pour montrer au public qu'elle n'est plus dans sa bouche. Puis Criss remonte sa manche gauche et fait passer la pièce sous la peau de son bras. Quand la pièce atteint son poignet, il s'ouvre la peau et la retire. Étonnamment, la pièce est bien celle qu'il a prise à la spectatrice et avalée, car elle porte sa signature. Comment a-t-il réalisé ces illusions ? Voici l'explication. L'illusionniste connaissait déjà le nom du spectateur ciblé avant l'exécution de son tour, car c'est une complice. Il lui fallait la même pièce que celle cachée par Criss pour réussir le tour. La pièce cachée a les mêmes initiales que celles que la dame donne au magicien au début. En plaçant la pièce dans sa bouche, une forme étrange apparaît sur sa joue droite. Au lieu d'avaler la pièce, le magicien la glisse avec sa langue vers sa joue droite, formant une bosse. Nous observons cette bosse inhabituelle sur sa joue droite environ 2 à 3 fois pendant la représentation. Alors qu'il fait semblant de forcer la pièce à descendre dans sa gorge, il utilise constamment sa langue pour la placer sous la base de sa mâchoire. Une fois qu'il l'a parfaitement positionnée, la pièce est cachée entre ses gencives dans la partie intérieure de sa joue. Sa méthode pour cacher la pièce est une technique populaire chez de nombreux magiciens pour dissimuler des objets dans la bouche. De plus, nous avons remarqué qu'il a simulé avoir avalé la pièce en ouvrant la bouche. Criss ne montre pas la base de sa mâchoire au spectateur. De plus, il n'a levé la langue qu'un instant, et la pièce est restée inaperçue car cachée à la base. Après la fausse déglutition, il n'a pas magiquement déplacé la pièce sous sa peau. À la place, il portait une fausse peau prothétique juste au-dessus de son vrai bras. Sous la fausse peau, un fil relie la pièce à la sangle au poignet de Criss. Sous la sangle, il y a un mécanisme à ressort avec une ficelle rétractable, similaire aux enrouleurs rétractables pour carte d'identité. Ce mécanisme à ressort tire la pièce sous la peau prothétique et simule un geste de la main pour créer l'illusion d'un déplacement magique. En plus de tirer la pièce sous la peau du magicien, la sangle a une autre utilité.
Elle empêche le public de voir la différence entre la peau prothétique et le teint réel de l'illusionniste. De plus, il porte intentionnellement une chemise à manches longues pour couvrir la partie supérieure de son bras afin que la différence de teint ne soit pas visible. Nous avons aussi observé l'illusionniste découper la peau prothétique. Pour s'assurer de ne pas entailler sa véritable peau, il coupe directement sur la pièce de monnaie en l'utilisant comme couche de protection. De plus, le sang qui s'écoule de sa peau n'est pas réel. La lame contient une petite cartouche remplie d'encre rouge. Donc, lorsqu'il appuie sur la lame, l'encre rouge s'écoule, donnant l'impression qu'il saigne de la coupure. En retirant la pièce de sous la peau prothétique, on remarque la différence avec la pièce originale signée par la dame. La pièce avec les initiales de la spectatrice reste dans sa bouche tout le temps. Cependant, la pièce qu'il découpe de la fausse peau diffère totalement. Nous remarquons que les signatures sur les deux pièces ne correspondent pas, même si des lettres similaires y sont inscrites. Le trait horizontal du A dépasse celui de la pièce découpée par le magicien. Cependant, Chris a échangé la pièce qu'il a retirée de son bras avec celle qu'il avait initialement cachée dans sa bouche lorsque la caméra était focalisée sur les spectateurs. C'était pour persuader les spectateurs qu'une seule pièce servait au tour, alors que ce n'est pas le cas. Le rituel d'invocation de démons de Rihanna. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce tour, la sacrée Rihanna s'assoit à côté d'une petite structure ressemblant à une maison, à l'intérieur de laquelle elle place une cloche et quelques meubles miniatures. Après avoir fermé les portes de la maison, on entend la cloche sonner et, en la rouvrant, tous les objets placés à l'intérieur étaient correctement positionnés et leur orientation avait été corrigée. Elle a ensuite placé un tableau noir à l'intérieur de la maison sur lequel elle a écrit une demande au démon. Le démon a rouvert la porte et refusé sa demande en l'écrivant sur le tableau noir. Elle s'est énervée, a jeté la poupée dans la maison, fermé la porte, et soudain la poupée est devenue une vraie fille possédée sur scène. Eh bien, comment a-t-elle réalisé ce tour ? Essayons de comprendre cela ensemble. Nous remarquons d'abord que lorsqu'elle ferme la porte de la maison miniature, des mouvements apparaissent entre les deux portes. C'est comme si le mouvement d'une main se produisait à l'intérieur. En approfondissant la performance, nous remarquons un aspect unique du tableau noir où elle écrit sa demande au démon dans la boîte. Notez qu'à cet instant, le tableau n'a pas de surface noire au dos. Il n'y a de tableau noir que du côté où écrit la sacrée Rihanna. Ce tableau n'a donc pas simplement été retourné à 180 degrés quand elle l'a mis dans la maison miniature. Une théorie possible serait que d'un côté du tableau figurait la réponse du démon, et de l'autre, das brach et Washko de Bossi, la demande de la sacrée Rihanna. Troisièmement, nous remarquons la conception structurelle du tableau noir, surtout le cadre en bois. Notez que le premier tableau sur lequel elle écrit est beige clair et sans marque. Le tableau noir, apparu plus tard, était un peu terne et montrait des marques bien visibles à droite. Si ce n'est pas encore clair, je vais expliquer le tour en détail. Lorsqu'elle a initialement placé les meubles miniatures ainsi que la cloche dans la maison, un assistant caché à l'intérieur de la boîte avait accès à la partie avant de la boîte. En observant ce schéma, on constate que la maison est bien plus grande que vue de face. C'est pourquoi la caméra a été placée de face pour ne pas montrer la largeur et la taille de la maison. Les deux sections étaient donc séparées par un rideau noir fendu, derrière lequel la fille démoniaque en robe noire rangeait les meubles miniatures. Le rideau noir empêche de voir la profondeur réelle de l'intérieur de cette boîte. La couleur sombre masque les ombres, nous empêchant de voir à quelle distance le mur du fond se situe par rapport à nous et à la taille de la boîte. C'est la raison pour laquelle nous remarquons des mouvements de main dans l'espace de la porte, car c'était l'assistante qui rangeait les jouets à l'intérieur du meuble à jouets pendant que les portes étaient défermées, et c'est aussi elle qui a sonné la cloche ensuite. Au moment d'installer le tableau contenant la demande sacrée de Rihanna dans la maison, nous avions constaté qu'il n'y avait rien au dos. Donc l'assistante à l'intérieur ne pouvait pas simplement le retourner à 180 degrés. La seule façon pour elle de le faire sans perdre de temps était d'avoir déjà un tableau sur lequel la réponse était déjà écrite. C'est aussi pourquoi nous voyons deux tableaux différents. Pour le final, les rideaux et un côté de la boîte sont tombés, puis elle s'est ouverte, dévoilant la fille à l'intérieur. Le magicien démoniaque disparaît en lévitant. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance.
Le magicien démoniaque se tient au sommet d'une pyramide avec un troisième œil sur la tête. Il lévite soudainement dans les airs et, en quelques secondes, disparaît immédiatement derrière un nuage de fumée. Comment a-t-il fait ce tour ? Essayons de comprendre cela ensemble. Le tour de lévitation de Special Head dans America's Got Talent était sa deuxième apparition. Lors de sa deuxième apparition, il a réalisé un numéro de lévitation inspiré de sa première performance où il utilisait un bâton. Vous vous demandez sûrement comment un bâton aide un magicien à léviter ? Eh bien, le secret derrière ce tour peut être révélé dans cette vidéo particulière où une tige est reliée à un siège sur lequel l'artiste s'assoit, de sorte que la tige est déguisée pour ressembler à un bâton. Le bâton utilisé par l'artiste se détache de la structure interne qu'il porte sous sa robe très ample. Vous remarquerez aussi que son bras gauche est extrêmement rigide, et à ce moment précis, on peut le voir tenir quelque chose dans son poing fermé qu'il semble attacher à la canne lors d'une coupure de caméra avant de commencer à léviter. Mais lors de sa deuxième apparition dans l'émission, même s'il a un bâton dans la main gauche, ce bâton n'a pas été utilisé pour sa lévitation, il l'a posé juste devant lui et il a croisé les jambes. Alors comment aurait-il pu léviter sans aucun bâton relié à une structure ? Eh bien, le secret réside dans cette structure pyramidale elle-même. En réalité, ce sur quoi il est assis est un cadre de siège mobile. La tige reliée au siège est sans connecter à la base, mais on ne la voit pas de face, car sa robe cache intentionnellement la tige derrière elle. C'est pourquoi les producteurs de l'émission ont filmé cette performance uniquement de face. Sinon, cela exposerait la tige qui relie le siège à l'arrière de son corps. Alors, au moment de disparaître, alors qu'il lévitait dans les airs, un rideau noir s'est lentement levé. Le rideau noir, encadré en T, montait vers le haut, disparaissant dans l'obscurité. À l'arrière-plan, toutes les lumières, y compris celles du théâtre, sont éteintes. C'est pourquoi, dans les derniers instants, la structure du rideau n'a pas encore atteint sa tête, et à mesure qu'il monte, sa tête disparaît totalement, ici. Un démon possède l'artiste pendant son rituel. Faisons un rapide récapitulatif de ce qui s'est passé pendant la performance. Dans ce tour, l'artiste commence la performance en montrant ses compétences en jonglage de contact avec des boules de verre, tout en équilibrant une boule sur sa tête, tout en chantant une incantation. Il est soudainement possédé par un démon. Ses deux yeux deviennent blancs instantanément. Il prend ensuite une petite boule en métal et la fait léviter magiquement dans les airs, déplaçant même ses doigts autour de la boule pour prouver que rien n'y était attaché sous d'aucun angle. À la fin du spectacle, il s'est frotté les tempes et ses yeux sont redevenus normaux. Eh bien, comment a-t-il réalisé ce tour ? Essayons de comprendre cela ensemble. Après avoir vu la performance, ce tour paraît magique, car changer la couleur de ses yeux en un clin d'œil semble impossible. Le secret de ce tour, ce sont les lentilles RFNT de contact qu'il porte quand il cligne des yeux. Ces lentilles de contact qu'il porte sont facilement disponibles sur des sites utilisés par les cosplayers pour leur déguisement. Ce tour de magie en particulier s'appelle en fait la biokinésie, et la méthode derrière est assez simple. Les lentilles de contact se trouvent juste au-dessus du globe oculaire, sous la paupière supérieure. L'artiste doit veiller à ce que les lentilles restent sous la paupière supérieure sans glisser, en contrôlant bien et en supportant l'irritation oculaire. Pour porter les lentilles de contact sans utiliser les doigts, l'artiste doit regarder vers le haut avec les paupières semble fermées. Au moment où il regarde vers le haut, les lentilles points de contact, qui sont fixées au-dessus du globe oculaire, se placent sur la cornée, et lorsque les yeux s'ouvrent, les lentilles de contact apparaissent sur le globe oculaire. C'est aussi la raison pour laquelle, à la fin de la performance, il a dû replacer manuellement les lentilles de contact au-dessus de son globe oculaire. Sur cette image, il appuie sur l'extérieur de ses paupières et utilise ses doigts pour faire glisser les lentilles vers le haut, hors du globe oculaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et pensez aussi à vous abonner. Je vous serai vraiment reconnaissant pour votre soutien. Cela fait vraiment grandir la chaîne. Merci, revenons à la vidéo. Pour créer l'illusion de la boule d'acier en lévitation, on voit qu'il manipule un fil invisible autour de son front. Et dès qu'il fait tourner la boule, la distance entre son front et la boule reste constante, et la boule ne bouge que lorsque son front bouge. Le fil entoure son pouce et se relie alors à la boule d'acier. Vous vous demandez peut-être comment l'artiste a pu bouger ses doigts autour de la boule en lévitation.
Si un fil invisible reliait la boule d'acier, il serait impossible de passer son doigt juste au-dessus. En fait, il ne passe pas vraiment ses doigts au-dessus de la boule. Il fait bouger ses doigts en diagonale autour de la boule. Et le mouvement des doigts qu'il effectue autour de la boule à ce moment précis est assez évident, et la ficelle peut facilement être évitée puisque le mouvement de sa main n'entrave pas la ficelle reliée à la boule d'acier. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et comme toujours, passez une excellente journée.